Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LestalJDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'emploie souvent le terme cinématique comme l'un des aspects du personnel et viscéral dans vos parties de JDR. J'aime énormément le cinéma et je puise aussi beaucoup d'inspiration dans diverses littératures pour mes scénarios, mes campagnes, mes univers. Et il se trouve que, ça y est, j'ai vu l'Odyssée, le film de Christopher Nolan, au cinéma, et j'ai eu envie de vous partager ma critique. Une critique approfondie pour laquelle je ne me mettrai pas de barrière de temps. Je vais vraiment prendre le temps, je vais converser avec vous. J'ai préparé un plan, mais je n'ai pas préparé exactement ce que j'allais vous dire. J'ai envie de me sortir cette critique que j'ai déjà un peu organisée dans ma tête, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous la partager. En préambule, je voudrais aussi vous dire que j'aime énormément Christopher Nolan comme réalisateur, j'ai adoré bon nombre de ses films, je peux en citer quelques-uns, Inception bien sûr, Interstellar que je trouve absolument fabuleux, la trilogie du Dark Knight, y compris le troisième opus The Dark Knight Rises, même s'il a été très souvent critiqué, moi je trouve que c'est un excellent film qu'il me plaît à revoir régulièrement. Donc, vous pouvez constater que je n'ai pas de biais à l'égard de ce réalisateur, en tout cas aucun biais négatif. Je pourrais même avoir un biais positif à son endroit. Également, j'aime d'amour l'Odyssée, l'Iliade et tout ce qui touche de manière générale à la mythologie grecque. D'ailleurs, je m'en inspire énormément pour mes univers, mes campagnes, même si je les remodèle, donc ce n'est qu'une inspiration. Je ne prétends pas faire des adaptations de la mythologie, et la différence de termes est très importante, comme on le verra dans cette critique. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que je ne vais pas passer par quatre chemins, je n'ai pas aimé l'Odyssée de Christopher Nolan, et je voudrais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. L'objectif et l'intérêt n'est pas simplement que je me fasse plaisir en critiquant un film de bout en bout, surtout que, encore une fois, j'aime ce réalisateur, mais je trouve que le film a le mérite d'être riche en ce qui concerne le débat qu'il peut susciter, tant à travers les intentions, les choix du réalisateur, que les discussions sur le fait que ça puisse ou non être une bonne adaptation par rapport au matériau original, et c'est aussi pour moi tout simplement un prétexte pour parler de l'Odyssée. Et donc je vais le faire en m'autorisant de nombreuses digressions si j'ai envie. L'objectif est d'approfondir les thèmes, et je veux aussi préciser que je ne suis pas un diplômé de littérature ou de cinéma, je suis simplement un passionné qui veut vous livrer son opinion en discutant de ses œuvres, sans la prétention d'un passé académique. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vais le faire en deux parties. Je vais vous livrer cette critique avec deux pans, deux types de critiques si j'ose dire. D'abord, je vais vous proposer mon avis et ma critique sur le film en tant que film, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'il soit une adaptation d'une œuvre. Donc je vais vous parler du rythme, de l'exécution, de l'image, du son peut-être, si je n'oublie pas, mais je n'ai pas trouvé que c'était un élément forcément transcendant, mais si j'y pense, je le ferai. Vraiment le film en tant que film, et je vous donnerai même une note sur 10 approximative sur cet aspect-là uniquement. Et puis dans un second temps, qui sera probablement ma partie préférée, même si la première me paraît nécessaire, je vous parlerai du film en tant qu'adaptation de l'œuvre originale, l'Odyssée. Donc là, on va beaucoup plus parler de l'œuvre d'origine elle-même, l'Odyssée, je me ferai plaisir à cet égard, on parlera des thèmes qui sont abordés, on parlera des personnages, et de la pertinence entre l'adaptation, en tout cas ce qui est censé être le film de Nolan, et l'œuvre originale. Je donnerai aussi une note pour cet aspect adaptation, c'est deux notes distinctes, et ensuite je donnerai, je pense, une note globale au film. Je vais chapitrer aussi la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver dans les différents argumentaires. Et puis si j'évoque un argument qui n'est pas complètement de moi, c'est-à-dire que j'ai pioché ailleurs, ça peut arriver, si jamais je m'efforcerai de le préciser. Enfin, je ne prétends pas que mes arguments sont particulièrement originaux, ni que j'en suis l'unique détenteur, mais si je ne précise pas, ça veut dire que ces arguments font partie de l'analyse que j'ai eue juste après le visionnage du film, lorsque j'en ai discuté dans la voiture avec ma femme sur le retour à la maison, tout simplement. Alors commençons. Parlons de l'Odyssée de Christopher Nolan en tant que film, sans prendre en compte le fait que c'est une adaptation de l'œuvre L'Odyssée. D'abord, et c'est pour moi le plus important d'ailleurs, je le redis, ce pan de mon analyse, de cette critique, est l'élément principal qui fait que je n'ai pas aimé. Vraiment le côté puriste
par rapport au fait que c'est une adaptation vient au second plan. L'élément principal, c'est que je n'ai pas aimé le film en tant que film, qu'il soit ou non une adaptation. Et dans les éléments que je vais aborder, je vais aussi le faire par ordre de priorité décroissante dans ce qui a généré mon avis. Donc là, je vais commencer avec le rythme, qui est l'élément principal qui a fait que je n'ai pas aimé le film. Donc c'est important de comprendre un petit peu la hiérarchie et la manière dont j'ai organisé cette critique. Le rythme, il est trop rapide, et pourtant, le film est trop long. Alors c'est assez amusant parce que je parle énormément de rythme quand j'évoque le jeu de rôle. Je trouve que c'est extrêmement important dans les parties. C'est vrai aussi dans les films. Et je dis souvent que le rythme doit être rapide. On doit avancer dans l'histoire. Eh bien parfois l'avancée est trop rapide. On passe trop rapidement d'une séquence à l'autre dans le film de Christopher Nolan. Et pourtant, le film m'a semblé beaucoup trop long. C'est une sorte de paradoxe et je vais essayer de dire pourquoi. Mais j'ai vraiment eu la sensation d'une succession de vignettes qui s'enchaînaient. Et des vignettes, ça veut dire que on les voit rapidement, mais on n'approfondit pas. Christopher Nolan ne prend pas le temps d'explorer les différentes séquences, ça va tellement vite, et donc on reste sur quelque chose qui, à mon sens, est superficiel. D'où l'idée de vignette. Il y a aussi un autre aspect sur lequel je vais revenir dans un instant. Ça veut dire aussi que on ne ressent pas, en tout cas moi je n'ai pas ressenti l'intensité de ces séquences. Elles s'enchaînent trop vite, on n'a pas le temps de s'en imprégner. Et si le rythme en jeu de rôle est important, je le dis souvent, l'enchaînement des choses, l'intensité, vivre des expériences personnelles et viscérales, l'est presque encore plus. Or, si on va trop vite, si on reste sur du superficiel parce qu'on n'a pas le temps d'explorer une séquence, d'en vivre l'émotion, eh bien on perd cette intensité, on perd le personnel et viscéral. C'est bien dommage, et vraiment c'est ce qui s'est passé pour moi. On passait trop peu de temps sur chaque scène, en particulier les scènes de l'Odyssée proprement dite. Ah oui, alors je le dis, il y aura peut-être des spoilers, mais même si je ne sais pas si on peut réellement spoiler l'Odyssée. Je vais évoquer certains éléments du film. Je ne pense pas que ce soit lourd en spoiler, mais bon, je vais quand même raconter certains éléments, sachez-le tout de même. Et donc, disais-je, on n'a pas le temps d'explorer chaque scène, et ça veut dire qu'on n'en ressent pas l'intensité, ni même les émotions nécessairement. Il y a une scène d'émotion assez connue d'ailleurs du retour à la maison d'Ulysse à un moment, et je trouve que c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de le ressentir non plus. Donc intensité et émotion, c'est quelque chose ce sont deux éléments qui sont importants pour moi dans les histoires, dans le jeu de rôle, au cinéma, dans les livres, et là, on n'a vraiment pas le temps. Et comme je le disais, ce sont surtout les séquences de l'Odyssée proprement dite, c'est-à-dire des épreuves, du voyage, qui sont passées extrêmement rapidement. C'est dommage, vu que l'œuvre, c'est quand même l'Odyssée. Mais on ne va pas tout de suite parler de l'aspect adaptation, je l'ai dit. Trop de temps, à mon avis, est également passé à Ithaque, chez Ulysse, et pas assez sur le voyage lui-même. Donc, le problème de passer beaucoup de temps à Ithaque, c'est que justement, on perd du temps pour l'Odyssée. Et Nolan, qui en essayant d'être fidèle pour le coup au déroulement des événements, essaye de les mettre en scène. Pas tous, certains sont manquants, certains fusionnés, mais assez peu en réalité. Pour le coup, en termes de déroulement, c'est assez fidèle. Mais comme il perd beaucoup de temps, je vais expliquer pourquoi je pense que c'est une perte de temps ou un manque d'efficacité à Ithaque, eh bien, il a moins de temps pour l'Odyssée proprement dite. Donc c'est une résultante aussi de ça, il est obligé de passer très rapidement, d'où pour moi cette notion de vignette. Alors, pourquoi il passe beaucoup de temps à Ithaque ? Il se trouve que dans son film, il n'y a pas que l'Odyssée qui est présente. L'Iliade, donc qui est l'œuvre d'Homère qui précède l'Odyssée, est également très présente, et notamment le siège et la guerre de Troie, et sa chute, bien entendu. Et elle est présente à la fois en étant montrée, souvent par des flashbacks, donc par petits bouts, et d'ailleurs ça fait partie des séquences, à mon avis, les plus réussies du film. Il y a vraiment une notion d'apocalypse avec des flammes, quelque chose de sombre qui s'y prête, et qui se prête moins au reste du film, mais ça j'y reviendrai. Mais surtout, l'Iliade, le siège de Troie, ses conséquences, en plus d'être montrées un petit peu, est souvent raconté, et plusieurs fois, et par de nombreux personnages. En gros, on est beaucoup sur le tell par rapport au show. Vous vous souvenez de l'expression en anglais « show, don't tell », donc montrer, ne dites pas. Eh bien, je trouve que Nolan
dit beaucoup l'Iliade, par opposition à l'Odyssée. Il parle beaucoup, par l'intermédiaire de ces personnages, de la guerre de Troie. Et donc il y a une forme de redondance. Dans certains cas, le fait qu'elle soit racontée est intéressant. Je pense notamment, je ne pense pas que ce soit un spoiler, à Télémaque, le fils d'Ulysse, à un moment, qui écoute l'histoire de Troie racontée par quelqu'un, et c'est par ce biais-là qu'il apprend à connaître son père. Finalement, je trouve que l'idée est intéressante. Mais c'est raconté très souvent par différents personnages, en plus d'être montré. Donc il y a une redondance. Le fait que ce soit raconté n'est pas toujours très palpitant. Et c'est aussi pour cette raison qu'on passe beaucoup de temps à Ithaque, car c'est souvent là-bas que c'est raconté, ou en tout cas aux alentours, et qu'on a moins de temps pour l'Odyssée proprement dite, d'où l'enchaînement rapide des séquences, qui, encore une fois, donne un aspect très superficiel, très plat même au film, parce qu'on ne vit pas l'intensité des différentes épreuves auxquelles Ulysse est confronté. Il y a aussi une narration qui est très particulière. Je dirais même qu'elle peut être décousue, avec justement, parfois on est dans le futur, entre guillemets, c'est raconté. Bon, il y a une forme de... La temporalité est différente et on alterne entre les différentes temporalités. Ce n'est pas une critique, car moi ça ne m'a pas gêné, et pour cause, si vous lisez l'Odyssée, c'est raconté un peu de cette manière. C'est parfois d'ailleurs assez compliqué à suivre dans le livre lui-même, donc j'imagine que Christopher Nolan a voulu emprunter pour le coup au livre, lui emprunter son type de narration, avec différentes temporalités. En plus, on connaît l'amour de Nolan pour la notion du temps qui passe. Ça ne m'a pas gêné, j'ai réussi à suivre sans problème. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas lu l'Odyssée pourrait suivre aussi facilement, j'avoue que je ne saurais le dire, même si de toute façon je conseille à tout le monde de lire l'Odyssée, bien entendu. En revanche, la transition entre les scènes, et notamment entre des scènes de différentes temporalités, sont extrêmement abruptes. Et vous savez que je suis, enfin vous savez, pour certains d'entre vous, vous savez que je suis un adepte des bonnes transitions, des transitions fluides, notamment en jeu de rôle, avec parfois certains effets de transition, ou parfois simplement grâce à du plan séquence. Alors en jeu de rôle, le plan séquence, c'est plus dur à expliquer, on l'abordera peut-être en détail dans une autre vidéo, mais c'est quand justement il y a une même scène qui se déroule de partout et qu'on va simplement changer de manière organique à travers différents mouvements qui sont décrits, là où le projecteur va se mettre d'une certaine manière, ou là où on va pointer la caméra qui n'est jamais mentionnée dans les parties de jeu de rôle. Attention, c'est important. Bref, je ferme cette parenthèse. Et donc, je trouve que dans le film de Nolan, les transitions sont extrêmement abruptes, ce qui crée des sortes de saccades, d'autant plus marquées que, comme je l'ai dit, on passe très peu de temps sur différentes scènes et il y a beaucoup de scènes différentes, et donc beaucoup de transitions abruptes, et donc beaucoup de saccades. Et on perd cette fluidité narrative qui m'est chère et qui pour moi est anti-immersive, parce que chaque saccade est une sorte de sortie de l'immersion, même si c'est une micro-sortie. Et ces transitions abruptes ou ces absences de transition contribuent à cet effet que je vous décrivais de passer en revue une succession de vignettes pendant 2h50. En gros, j'aime quand les transitions permettent de créer du lien narratif entre les scènes, et là, ce n'est pas le cas. Donc voilà ma critique principale sur la manière dont le rythme a été mené, sur l'exécution. Je me suis donc ennuyé véritablement et je n'ai pas ressenti d'émotion ou d'intensité à cause de ces éléments que je viens de mentionner. En plus de ça, il y a l'image. Je vous parlais de l'image de manière générale, c'est-à-dire la photographie et même les mouvements de caméra dans l'action. Et vous allez voir que ça suit finalement l'impression de platitude générée par l'exécution et le rythme que je viens de décrire. L'image, pendant tout le film, est extrêmement terne. Il y a une sorte de filtre permanent devant l'objectif qui fait qu'il y a extrêmement peu de contraste dans ce film. C'est très délavé, par opposition à ce que moi j'aurais voulu voir, surtout dans l'adaptation de l'Odyssée, mais un ciel bleu qui contrasterait parfois avec les nuages lorsqu'il y a les tempêtes générées par Zeus et Poséidon, notamment en mer. Donc des contrastes en réalité, avec
cette forme de brillance mythologique qui imprègne les livres du genre, l'Iliade, l'Odyssée. Là, c'est toujours très sombre, mais plus que sombre, encore une fois, terne, délavé. C'est voulu. On sent l'intention de Christopher Nolan, qui est un adepte en général de, on va dire, de quelque chose de très saturé, de couleurs assez peu variées. Et je trouve que là, malheureusement, ça a quelque chose de négatif. Et je dirais même que ça vient renforcer l'aspect superficiel qui était déjà généré par le rythme trop rapide et l'enchaînement des différentes scènes. Là, on vient esthétiquement renforcer cette sensation de superficialité, justement parce que tout est terne, il n'y a pas beaucoup de contraste, donc on est toujours un peu en surface des choses, y compris par l'image. Et malheureusement, lorsqu'on a ça aussi par l'image, eh bien l'image cesse de véhiculer de l'émotion parce qu'elle est trop terne, parce qu'il y a trop peu de contraste. Comment voulez-vous générer une émotion une émotion visuelle, lorsque vous n'avez pas du tout de contraste? Alors qu'il y ait peu de contraste à certains moments pour dire quelque chose, je peux totalement le concevoir, mais pendant 2h50, c'est assez compliqué. Ensuite, il y a la caméra elle-même et ses mouvements. Je l'ai trouvé très souvent zoomé sur les personnages d'une manière assez étrange, on les voit en partie. Alors évidemment, ça aussi c'est voulu, avec cette tendance qui sera un fil rouge, vous le verrez, de Nolan, de toujours vouloir donner un aspect terrien à ces histoires, ancrées dans une forme de réalité. Et c'est vrai que le fait d'être proche des personnages tout le temps va ramener la narration vers quelque chose de très terrien, près du sol, très réaliste, près de la chair. Mais le résultat, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Et encore une fois, dans un conte qui se veut épique, même si j'ai dit que je mettrai de côté l'adaptation pour l'instant, c'est assez compliqué de s'adapter à cela. Et puis même, tout simplement, on ne voit pas grand-chose à ce qui se passe. On n'est pas toujours sûr de ce qu'on voit. Et c'est encore plus prégnant dans l'action, dans les scènes d'action, dans les scènes de bataille, dans les scènes de combat. Là, je n'ai pas aimé non plus, j'en suis confus d'ailleurs, je suis navré. Mais la caméra vacille en permanence. J'avais l'impression de me retrouver parfois dans le film Taken avec Liam Neeson, film qui est tristement célèbre pour ses mouvements de caméra où on ne voit pas grand-chose en réalité. Donc il y a des combats, il y a des batailles, mais c'est très brouillon, on ne sait pas réellement ce qui se passe, on ne saurait vraiment le décrire. Et je me permets un parallèle parce qu'on est sur une scène de jeu de rôle. Quand je vous parle des scènes d'action ou des scènes de combat, je vous dis souvent que ce qui donne l'impression d'avoir des scènes de combat cinématiques, c'est justement la capacité ensuite de pouvoir raconter le combat avec précision parce qu'on visualise exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé telle chose dans le combat, et ça, plutôt que on a tapé pendant 10 minutes. Non, on sait dire exactement tout ce qui s'est passé dans le combat. C'est ça qui crée le lien narratif dans le combat et qui le rend dynamique. Eh bien là, je suis bien incapable de vous raconter un combat dans le détail parce que je ne vois pas grand-chose. Je sais quand les combats ont eu lieu, je sais à peu près les conséquences du combat global, mais je ne peux pas rentrer dans le détail du combat, dans aucune des batailles. Et donc c'est très brouillon, et c'est très gênant, pardonnez-moi, pour un péplum. Alors, je sais que, et c'est assumé encore une fois, que Nolan n'a justement pas voulu faire un péplum, et quand on s'attend à ça, c'est quand même problématique, et puis de toute façon, on a envie de voir des combats et des batailles aussi dans une adaptation de l'Odyssée, et lorsqu'il y en a là, qu'on ne voit pas grand-chose, mais finalement les combats ne servent pas à grand-chose. Donc, c'est dommage, et ça renforce encore une fois cette notion terne de superficialité. On n'est pas capable vraiment de définir, ça manque de précision de manière générale, et donc cette sensation se poursuit avec l'image. La photographie n'est pas exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est dû au plan, aux photographies d'une certaine manière, aux différents plans et à la disposition, ou si c'est cet aspect terne de l'image sans contraste qui nuit justement à certains plans qui autrement auraient pu être beaux. Je vous avoue que mon avis n'est pas très tranché là-dessus, mais justement, la lumière, les couleurs ne mettent pas les plans en valeur, donc c'est difficile de se prononcer, et malheureusement c'est encore négatif, et la photographie ne ressort pas comme un élément positif. Je ne dirais pas qu'elle est négative, mais en tout cas elle n'est pas mise en valeur du fait des autres différents éléments. Ensuite, on a les acteurs, le jeu d'acteurs. Écoutez, de manière générale, c'est assez moyen. Il y a du bon, du moyen et du mauvais, et donc on a quelque chose de moyen. Je ne dirais pas que le jeu d'acteur est catastrophique au global, et je vais essayer de vous donner quelques exemples. Dans les mauvais acteurs,
les mauvaises prestations, on a déjà, je pense au sommet, on a Jon Bernthal, donc qui joue Shane dans The Walking Dead, qui joue The Punisher dans la série, et là il joue Menelas. C'est une catastrophe. Déjà, il joue toujours pareil, c'est-à-dire que son Menelas, c'est le Punisher, et le Punisher, c'était Shane dans The Walking Dead. Donc ce n'est pas un bon acteur, même d'ailleurs je l'ai vu dans une série qui s'appelle The Bear, qui est une série sur la cuisine, il joue le frère du rôle principal, et c'est pareil, il fait du Jon Bernthal à chaque fois. Sauf que là, pour jouer un roi du monde ancien, de la Grèce antique, il n'y est pas du tout. Pour le coup, lui, il constitue un contraste dont on se serait bien passé, tant dans son attitude que dans sa manière de parler. Bon, après là, on peut pas trop lui reprocher, Nolan a pris le parti de faire parler tous ses personnages comme on pourrait le faire de manière moderne, ce qui à mon avis est une erreur, mais peut-être qu'on reviendra sur ce point-là. Et donc Jon Bernthal en Menelas, c'est une catastrophe absolue, c'est anti-immersif, c'est mauvais. Ensuite, on a Tom Holland, qui est meilleur en Spider-Man qu'en Télémaque. Donc il incarne Télémaque, le fils d'Ulysse. Et je l'ai trouvé mauvais, moins peut-être dans sa performance en tant que telle que dans son choix de performance. Je ne pense pas que la manière dont il est joué Télémaque et la manière dont on lui a demandé de le jouer, je ne pense pas qu'il soit victime, comme certains autres acteurs que je mentionnerai, du script et du personnage qu'on lui a donné. Il le joue vraiment comme un enfant, alors qu'il n'en est pas un. Vraiment un enfant un peu niais, voire même un peu benet. Ce qui est embêtant quand on connaît ensuite l'avenir de Télémaque, y compris dans ce film. Je vais essayer peut-être de pas trop spoiler, je ne sais pas si je vais assumer mes spoilers ou pas. Mais disons que ce qui se passe pour Télémaque, il ne devrait pas agir comme un enfant. On dirait vraiment un petit garçon. Et c'est vraiment la performance qu'il livre. Ça sonne faux et c'est mauvais, j'en suis navré. Zendaya également, qui joue Athéna. Alors elle est aussi terne que l'image et que le film lui-même, donc j'imagine qu'elle est dans le ton finalement. Elle est souvent terne, je ne pense pas que Zendaya soit une actrice très flamboyante, très contrastée justement. Elle joue toujours pareil, et là, elle est vraiment très fade dans son jeu d'Athéna. Elle ne renvoie pas grand-chose, pas d'émotion. On pourrait enlever son personnage et son jeu d'actrice, que cela ne changerait rien. Donc, je pense que sa performance était assez mauvaise, en décalage même par certains aspects. En ce qui concerne les acteurs qui sont moyens, je vais mentionner Elliot Page. Alors j'avoue que j'étais assez étonné de ne le trouver que moyen finalement. Mais c'était pas si mal dans la performance, dans ce qu'on lui a donné. Alors, Elliot Page incarne le personnage de Sinon, qui n'est même pas un personnage de l'Odyssée. C'est un personnage qui est issu de l'Énéide de Virgile, qui a été écrite bien plus tard. Virgile, qui était donc un admirateur d'Homère. Donc le personnage, d'ailleurs, a été choisi et retravaillé pour pouvoir caster Elliot Page. Il ne faut pas se leurrer, peut-être qu'on en discutera, mais de par son apparence, Elliot Page, et donc de son passé, on ne va pas faire l'autruche là-dessus, ressemble plus à un adolescent, et donc le personnage de Sinon a été travaillé de sorte que ce soit cohérent. Par conséquent, j'ai été moins ennuyé d'ailleurs par le casting d'Elliot Page que je l'aurais pensé. Au départ, je pensais que il serait associé à un grand guerrier, on pensait même que ce serait Achille, à un moment ce n'est pas le cas, et que ça ne serait pas raccord. Le personnage de Sinon a été retravaillé pour que Elliot Page puisse l'incarner, c'est assez visible, mais la résultante, c'est que ça ne l'handicape pas trop dans sa performance, et c'était plutôt acceptable, pas flamboyant, pas transcendant non plus. L'acteur n'est d'ailleurs pas visible très souvent, c'est ce qu'on pourra me dire, néanmoins son personnage constitue un fil rouge et donc est très présent, même lorsqu'il n'est pas à l'écran. C'est pour ça que j'en parle. Ensuite, dans les moyens, on a Robert Pattinson. C'est pas un acteur que j'affectionne particulièrement, je ne trouve pas qu'il soit particulièrement versatile. Il n'est pas non plus mauvais, il joue l'un des prétendants, Atinos, si je ne me trompe, Antinos, excusez-moi. Et oui, il est assez détestable, il est assez lâche, il est un peu caricatural dans la manière de le jouer. Je ne veux pas avoir l'air d'aller chercher le détail. Disons qu'il n'est pas transcendant, que la performance suffit pour que l'on comprenne ce qu'il incarne.
et on n'a pas envie de détourner le regard ou de rigoler tant la performance est mauvaise, comme c'est le cas avec John Berntal. Mais rien de transcendant. On a quelques bons acteurs qui jouent très bien ce qu'on leur donne à faire, mais qui, à mon avis, sont desservis par le personnage qu'on leur a proposé justement. J'y reviendrai dans la partie personnage plus tard. Donc on a Matt Damon qui, pour le coup, je trouve, disparaît, Matt Damon, derrière son personnage. Parfois, quand on voit Matt Damon, on a tendance quand même à reconnaître Matt Damon. Je ne trouve pas que ce soit un mauvais acteur, cela dit. J'aime bien Matt Damon, pour être honnête. Et là, je trouve que il incarne bien l'Ulysse qu'on lui a demandé d'incarner. Matt Damon disparaît. Il a aussi le physique, hein, on voit qu'il a travaillé aussi pour cela, donc en termes d'aspect, il est raccord avec ce qui est proposé, et son jeu, à mon avis, est dans le prolongement de ça. Le problème, c'est qu'il n'incarne pas l'Ulysse de l'Odyssée. Et nous y reviendrons tout à l'heure lorsqu'on abordera la partie adaptation. Anne Hathaway pleure beaucoup comme à son habitude, mais je l'ai trouvée plutôt bonne dans le rôle de Pénélope, encore une fois, avec certains aspects de son personnage qui ne sont pas raccords avec l'œuvre, mais dans ce qu'on lui a demandé de faire, elle n'en fait pas des tonnes. J'ai vu que certains disaient que Anne Hathaway en faisait des tonnes. Je pense qu'elle subit le fait qu'elle en fait des tonnes dans certains de ses autres rôles. Ce n'était pas le cas ici. Certes, elle pleure beaucoup, mais elle reste convaincante dans cette femme en attente de son mari, dans ses interactions avec son fils aussi, même si je dirais que celles qui sont caricaturales ne sont pas dues au jeu d'Anne Hathaway et plus au script qu'on lui a demandé de déclamer, à mon sens. Enfin, l'actrice qui joue Circé, Samantha Morton, est très convaincante. Certains disent que c'est une des révélations de ce, malgré son âge par ailleurs, mais de ce film. C'est vrai que dans ce qu'on lui a demandé de faire, elle est très convaincante. Elle permet l'immersion, encore une fois, par le personnage qu'elle incarne. Donc je la mets dans les bonnes actrices. Malheureusement, encore une fois, elle joue une version de Circé qui n'est absolument pas celle de l'Odyssée. Elle joue en gros une fée Carabosse, hein, on va pas se mentir, j'y reviendrai. Donc c'est dommage, mais je fais la part des choses, j'essaye en tout cas, entre sa performance d'acteur et le personnage qu'elle se voit forcée d'incarner. Enfin, dernier point de ma critique du film en tant que film, en dehors de toute considération de sa qualité en tant qu'adaptation, les monstres. Les monstres, car il y en a. Alors il n'y a pas d'image de synthèse avec Christopher Nolan. Après, peut-être que je me trompe, je ne suis pas un expert, mais il y en a le moins possible en tout cas. On connaît son aversion pour l'image de synthèse. Je lui sais gré de ça la plupart du temps. C'est vrai que quand on voit par exemple le film Seigneur des Anneaux, rien à voir avec Nolan, hein, mais de Peter Jackson, et qu'on compare avec le Hobbit qui abuse de l'image de synthèse, on voit la différence et il y a beaucoup plus de poids et de tangibilité dans les orques, dans les gobelins, avec le maquillage du Seigneur des Anneaux et toutes les prothèses, que justement cette légèreté un peu exacerbée qu'on trouve dans la réalité virtuelle. Donc je lui sais gré de ça à Christopher Nolan, mais parfois il devrait quand même en utiliser ne serait-ce qu'un petit peu, parce que là, force est de constater qu'il ne peut pas complètement montrer ses monstres. Parce que s'il le fait trop, il va devoir faire appel à de l'image de synthèse. Et il s'y refuse. Il prend donc une approche horrifique. Et dans l'horreur, on sait qu'il faut en montrer le moins possible. Et c'est ce qui se passe. Ces monstres sont souvent dans les ombres ou avec des prises de vue qui font qu'on ne les voit que partiellement. À la fois parce que il prend ce parti de l'horreur, je pense, mais aussi parce qu'il est forcé de prendre ce parti pour ne pas montrer les monstres dans toute leur gloire mythique, voire mythologie. Pour moi, c'est un problème par rapport à l'adaptation, parce que, même si on n'est pas censé en parler tout de suite, parce que ça ramène encore les choses dans quelque chose de plus terrien, peut-être dans quelque chose de plus intimiste, qui est aussi son objectif, on le verra quand on parlera des thèmes. Mais donc, les monstres, moi, m'ont déçu, même s'ils ne sont pas si mal faits, en particulier le Cyclope. Pour Scylla, je suis quand même beaucoup plus dubitatif. Mais peu importe, ils ne sont pas intrinsèquement mal faits, mais le parti pris, pour moi, est décevant. Et l'optique horrifique où on les voit moins fait qu'il y a aussi moins d'interactions, on les voit moins longtemps. On en revient encore
à ces séquences sur lesquelles on passe rapidement. Pour certaines, c'était pas très grave. Pour des séquences mythiques, en l'occurrence, comme celle du Cyclope dans le livre de l'Odyssée, au sein de laquelle il y a un dialogue entre Ulysse et le Cyclope, là c'est quand même beaucoup plus dommage avec cette approche, parce que finalement, il y a peu, voire pas, d'interaction autre que celle du jeu du chat et la souris. Et donc, les monstres, pour moi, sont toujours ramenés par Nolan, qui ne peut pas s'en empêcher, vers du terrien, et on efface un peu leur côté mythique, leur côté mythologique, justement, et cela contribue à nouveau, de rechef, à créer cette sorte de platitude, cette ambiance terne, parce que les monstres ne viennent pas relever cet aspect insipide qui, à mon avis, transparaît dans tout le film, et même ils y contribuent justement par leur manque de puissance mythique. Et on voit que c'est un parti pris de Christopher Nolan. En soi, je dirais que le parti pris de l'horreur est valide. D'ailleurs, il y a quand même une scène d'horreur qui est très réussie, même si on voit pas grand-chose, notamment avec Circé. Je vous laisserai la découvrir, c'est assez réussi en soi. Encore une fois, je suis moins convaincu par celle du Cyclope. Donc le parti pris est valide, mais comme je le dis, ça ne va pas aider l'aspect terne au même titre que l'image et même l'architecture des bâtiments sur lesquels on reviendra un peu plus tard, qui contribue encore une fois à cette notion, à ce manque de contraste, vous le verrez. Et ça me mène donc à ce fil rouge, qui est le manque de contraste, qui est le fait que ce soit terne, et donc qui nous mène à ce que je constate par rapport, cette fois, à l'Odyssée, donc là on entre sur le terrain de l'adaptation, le fait que ce film manque d'élévation. Il est bas, il est ramené au terrien plutôt que vers les cieux, vers quelque chose de haut, d'élevé, qui est l'objectif, l'essence même d'un récit mythique comme celui de l'Odyssée, où les dieux sont très présents, où tout est élevé, tout prend des proportions épiques, c'est de l'épique en l'occurrence. Et force est de constater que le film de Nolan n'est pas épique, justement, et il est dépouillé donc de son essence. C'est encore une fois cette tendance de Nolan à ramener tout au terrien, au tangible, et malheureusement il ne fait pas rêver. Et quand on en arrive à comparer, pour le coup cette fois je vais rentrer dans la comparaison, lorsqu'on est une adaptation d'une œuvre originale, on devrait être fidèle à ce que cette œuvre permet, à savoir, en l'occurrence ici, faire rêver. Pas seulement, on le verra, mais notamment. Le film donc ici est morne et il est très peu fidèle en cela à l'Odyssée. Et donc, je vais maintenant détailler un petit peu ma critique sur un aspect, sur l'aspect du film en tant qu'adaptation. C'est comme ça que je vais le juger. D'abord, j'ai oublié de noter, excusez-moi, j'ai oublié de noter le film en tant que film sans l'adaptation. Je dirais quand même que c'est un 6 sur 10, donc passable, parce que je me force de le juger en comparaison de tout ce qui se fait sur le marché du film en ce moment. Si je devais juger le film en tant que film de Christopher Nolan, là je lui mettrais un 4 sur 10, très clairement. Donc maintenant le film en tant qu'adaptation. L'Odyssée de Nolan n'est pas l'Odyssée d'Homère. Il faut être très clair. Ce n'est donc pour moi pas une adaptation de l'Odyssée d'Homère, parce que l'œuvre d'origine en est trop dépouillée de toutes ses thématiques, de tous ses piliers, de toute sa substance. Absolument rien n'est fidèle à l'Odyssée, à part le déroulement brut des événements, qui est honnêtement plutôt fidèle malgré certaines concessions qui sont normales lorsqu'on adapte un livre en film. Seigneur des Anneaux a fait certaines concessions, certaines fusions, c'est une adaptation, et j'adore les films du Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, en parlant du Seigneur des Anneaux, je vais vous mettre le lien en description, je vous renvoie à ce que disait Peter Jackson à l'époque lorsqu'il parlait des thématiques, des messages à mettre dans son film. Il disait clairement qu'il ne cherchait pas à glisser ses propres messages, ses propres thématiques dans le film. Il voulait glisser les messages et les thématiques de l'auteur de l'œuvre d'origine. Et c'est comme ça qu'un livre ou une œuvre devrait être adapté au cinéma, et ce n'est pas ce que fait Christopher Nolan. Donc là, encore une fois, rien n'est fidèle, ni les thèmes, ni les personnages, ni le style narratif. C'est-à-dire, ce n'est pas un film épique, c'est un film plutôt intimiste. C'est ça que j'entends par style narratif. Ni même
dans l'historicité, d'une certaine manière, ou la crédibilité historique des équipements, de l'architecture et des populations, éléments sur lesquels on reviendra à la fin, parce que finalement, c'est pas les éléments les plus importants dans le fait que ma critique est ce qu'elle est, mais pour autant, ça rentre en ligne de compte. Donc il n'y a vraiment rien. Nolan assume complètement vouloir rendre une vision moderne, j'irais même jusqu'à dire postmoderne, de l'Odyssée, et donc c'est plus une inspiration qu'une adaptation. D'où ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'il prétend adapter ça. Quand on appelle son film l'Odyssée, ce n'est plus une inspiration, c'est censé être une adaptation, et là normalement on devrait être fidèle aux fondamentaux de l'œuvre de base. Finalement, en offrant une vision moderne d'un texte aussi ancien, il dépouille ce texte de toute sa substance. Commençons par l'élément le plus gênant pour moi, duquel va découler tous les autres. Les thématiques. Dans le film de Christopher Nolan, la thématique principale, ou les thématiques principales, c'est le traumatisme de la guerre, donc la guerre de Troie en l'occurrence, et la culpabilité chez son héros par rapport à cette guerre et au rôle qu'il a joué dans la guerre. Ulysse a eu l'idée du cheval de Troie et il est rongé par la culpabilité. Et dans le film, ce traumatisme, cette culpabilité génère l'oubli de son foyer et finalement lui coupe l'envie de rentrer chez lui. Et ça, tout ce que je viens de dire là, c'est à l'opposé des thématiques de l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère, en substance, c'est le voyage du héros, et plus précisément, le voyage du retour au foyer, l'oikos chez les Grecs, qui est très important. Et c'est précisément le souvenir, et non l'oubli, du foyer chez le héros qui génère son envie de revenir. C'est précisément le souvenir du foyer qui fait que le héros se languit de celui-ci. C'est ce qui fait que le héros se dégrade intérieurement. À la limite, si on avait quelque chose, une sorte de voyage intérieur à suivre sur un film, ça serait plutôt celui-là, plutôt que le traumatisme d'Ulysse par rapport aux actes qu'il a commis à la guerre. D'ailleurs, on y reviendra sur les personnages. Dans l'œuvre d'Homère, Ulysse n'est absolument pas rongé par la culpabilité due à ses actes guerriers. C'est quelque chose d'important. Ça, c'est un concept moderne. Et d'ailleurs, franchement, si les thématiques en elles-mêmes intrinsèquement ne sont pas inintéressantes, traumatisme de la guerre, etc., bien qu'un peu convenues, on pourrait vraiment les appliquer à une guerre moderne comme le Vietnam, ou même la Grande Guerre, peut-être même plus le Vietnam parce qu'elle est empreinte d'un sentiment d'illégitimité bien souvent, donc la culpabilité s'y prête peut-être plus que sur une guerre où on va dire, si j'ose dire, le camp du bien, voilà, c'est un peu réducteur, j'avoue, est en défense, en tout cas en ce qui concerne la France. Là, on parle des États-Unis, ils sont venus après, donc il n'y a pas vraiment de défense, mais ils sont du côté des défenseurs. Bref, peut-être qu'il y a moins de sentiment de culpabilité, éventuellement, pour la Grande Guerre. Ça ressemble vraiment à un film sur la guerre du Vietnam, pratiquement. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, j'avoue que je l'ai un peu emprunté à quelqu'un, ça je le précise, cette comparaison, mais je trouve ça très vrai. On est sur une thématique très moderne du soldat traumatisé par ses propres actes et qui s'en veut. D'ailleurs, ça suit le héros tout le long du film, ce qui va avoir des implications sur le comportement du héros, qui sont antinomiques par rapport au Ulysse du livre, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans l'Odyssée, le héros, justement, veut revenir chez lui. En tant qu'homme, il n'arrive pas à s'accomplir loin de chez lui, malgré tous les plaisirs qu'il peut trouver dans son voyage. Et on y reviendra, il y trouve certains plaisirs, on y reviendra quand je parlerai notamment du personnage de Calypso. Des plaisirs éphémères, mais intenses, mais ce sont des plaisirs de l'homme irresponsable. Et ce qui ronge Ulysse, dans le souvenir de sa famille, c'est que il se rend compte qu'il ne peut s'accomplir que dans son rôle de roi d'Ithaque, de mari de Pénélope et de père de Télémaque. Ah oui, alors c'est sûr que ça ne plaît pas pour certaines visions modernes du concept très conservateur du foyer, mais en l'occurrence, dans l'Odyssée, c'est l'oikos, le foyer, qui est mis vraiment comme objectif sacré du héros dans son voyage du retour. C'est son point d'arrivée, c'est là où il veut aller. Et il s'en souvient, justement. C'est ce qui fait qu'il a envie d'aller jusque là-bas. Or là, on est dans quelque chose de complètement opposé. Il y a un oubli du personnage de Matt Damon
dans le film de Christopher Nolan, et c'est même très difficile pour lui de se souvenir qu'il a une famille. Donc, son Odyssée, finalement, ne se fait pas à travers le prisme d'un objectif, d'une destination à atteindre, elle est plus, son Odyssée, une fuite par rapport à ce qu'il a laissé derrière lui à la guerre. Alors on pourrait se dire ça se repose sur les mêmes événements, c'est la même chose, mais en réalité, ce changement d'angle transforme complètement la symbolique de l'œuvre. Et ce n'est donc pas fidèle à l'œuvre de l'Odyssée, et à mon avis, en tant qu'adaptation, c'est profondément gênant. Cette thématique a aussi une autre incidence, c'est que elle dévalorise les héros, parce qu'elle en fait des bouchers. Si les héros eux-mêmes culpabilisent de leurs actes, surtout que là, il y a vraiment l'accent qui est mis sur la violence, même si c'est pas vraiment montré. D'ailleurs, c'est pas un film particulièrement violent dans ce qu'il montre, plus dans ce qu'il suggère, si j'ose dire. Et donc, ça dévalorise tous les héros de la guerre de Troie, tels qu'ils sont dépeints dans l'Iliade et dans l'Odyssée, mais surtout dans l'Iliade en l'occurrence. Ce qu'ils renvoient. Alors, me direz-vous, parce qu'on ne va pas aller dans le sens de héros qui massacrent sans culpabilité. Là, ce n'est même pas un jugement de valeur. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas une bonne adaptation parce que ça ne reprend pas l'esprit du livre. Or, dans l'esprit du livre, les héros qui combattent à la guerre de Troie, même du côté des Grecs, ils sont des assaillants, ils ne culpabilisent absolument pas de leurs actes. Ils en sont même très fiers. Ce sont des héros. Donc, je ne vous dis pas d'aimer le fait que ces héros massacrent des gens, se battent. La guerre, c'est mal, on est au courant de tout ça, la guerre, c'est mal. Mais à travers des événements terribles, des héros peuvent émerger qui se comportent comme tels. Ils sont flamboyants, ils sont courageux. C'est en réalité, quel pan de la guerre on choisit de voir? Est-ce qu'on choisit de voir les tueries et on fait de ces héros des bouchers, ou est-ce qu'on choisit de voir le courage, la bravoure, la force aussi qui est très valorisée dans la Grèce antique de ces héros et leurs différents atouts? Par ailleurs, l'œuvre de l'Odyssée n'est pas aveugle quant aux défauts de ces héros. Ce sont des héros, ils ont de grandes qualités, ils sont puissants, ils sont forts, mais ils ont énormément de défauts qui sont décrits comme tels, et on va y revenir pour le personnage d'Ulysse. Or, les défauts de l'œuvre d'origine, finalement, sont ici gommés. Ce ne sont pas ceux qui sont mis en valeur. Là, on va chercher des défauts qui ne sont absolument pas mentionnés, qui ne font absolument pas partie des thèmes de l'Odyssée, à savoir le fait d'être des bouchers. Bref, ce film fait des héros de la guerre de Troie des bouchers. Des bouchers, en l'occurrence. Donc il y a une dévalorisation de ces personnages-là, donc on retombe finalement dans cet acte de ramener, y compris les personnages, à du terrestre, de les abaisser, plutôt, encore une fois, que d'être dans l'élévation, que de les voir comme des formes d'aspiration, en tout cas sur les aspects qui en font des vertueux. Certains aspects ne sont pas vertueux, j'en conviens parfaitement. Je ne fais pas l'apologie de ce comportement dans le monde moderne, par exemple. Mais en tout cas, il aurait été fidèle à l'œuvre de représenter ces héros de cette manière. Or, la thématique de la guerre, du traumatisme de la guerre et de la culpabilité, eh bien, vient tuer cela. Par opposition, donc, à la mise en valeur des comportements héroïques qui vont avec la guerre de Troie. Donc, on abaisse l'Odyssée au lieu de l'élever, comme dans le bouquin. L'Odyssée d'Homère, elle inspire, alors que l'Odyssée de Nolan, elle est fataliste. Pour autant, les deux œuvres, le film, l'Odyssée, vont se retrouver quand même sur une symbolique. La symbolique de la chute d'une ère, de la fin d'une ère, avec la chute de Troie et la guerre de Troie. Dans l'Odyssée, dans l'Iliade en l'occurrence, la guerre de Troie et la chute de Troie représentent symboliquement la fin d'une ère glorieuse, l'ère mycénienne en l'occurrence, qui était une forme d'apogée. Alors, ce n'est pas la guerre de Troie qui a existé, c'est historiquement avéré maintenant, alors pas comme dans les récits sans doute, mais la ville de Troie se trouve, je crois, en Asie mineure, quelque chose comme ça. Bref, il y a vraiment des fondements là-dessus, et elle représente la fin d'une ère. Elle n'est pas la conséquence unique de la fin de l'ère mycénienne, bien entendu, c'est tout un tas de facteurs, y compris d'ailleurs des catastrophes naturelles qui ont détruit certains palais. Mais il y a une forme comme ça de vision de la chute que les deux œuvres, le film et le livre, ont en commun et en font une sorte de pilier sur lequel s'appuyer, ça c'est vrai.
Sauf que le film de Christopher Nolan s'épanche justement sur la chute de Troie, sur la fin de cette ère, et d'ailleurs laisse entendre que ça se répétera de toute façon parce que telle est la nature des hommes, et d'ailleurs des hommes avec un petit H, si je peux me permettre, mais bon, ne nous étendons pas trop là-dessus. Là où l'œuvre d'Homère, l'Odyssée d'Homère, s'épanche au contraire sur la gloire passée de cette ère révolue. On parle de la même chose, mais l'un parle de sa chute et de son éternelle chute d'une certaine manière qui ne fera que se répéter, là où l'autre regarde l'Odyssée, regarde cette ère révolue avec nostalgie. Il faut bien comprendre, pour rappel d'ailleurs, que Homère, ou tous ceux qui sont concentrés dans le personnage d'Homère, on ne sait pas trop là-dessus, a écrit l'Odyssée, qui est un chant à la base, mais bon, peu importe, longtemps après l'époque à laquelle est censée se dérouler l'Odyssée. Donc, d'une certaine manière, l'Odyssée est le produit d'un regard en arrière, et justement un regard nostalgique par rapport à une ère révolue, car il est vrai qu'il y a eu une forme de chute. On parle souvent des âges sombres pour le Moyen-Âge, qui est une erreur historique d'ailleurs, mais c'est un peu plus vrai sur l'ère qui suit l'ère mycénienne. En réalité, il y a vraiment eu une dégradation, une perte des palais, etc. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un historien, je n'ai aucune prétention à cet égard, mais je sais qu'il y a une vraie quelque chose qui est marqué. D'ailleurs, je me demande si le mythe de l'Atlantide a une apogée et d'une forme de chute ne vient pas de là d'ailleurs. C'est une supposition que je vous livre là, sans aucune certitude. Et on parlera d'ailleurs de l'architecture et des palais dans un instant, qui sont très représentatifs de l'ère palatiale, enfin de cette période palatiale qui est nommée ainsi, donc qui est l'ère mycénienne avec cet apogée de la Grèce antique. Et il y a une différence donc quand on le regarde avec nostalgie et qu'on va en montrer toute la brillance, toute la lumière. C'est ce que fait l'Odyssée en en décrivant les différents palais. C'est un monde de palais, c'est un monde de grandeur, ce monde de l'Odyssée. Même si la guerre de Troie symbolise, entre guillemets, la fin d'une ère, on la perçoit encore. Chez Nolan, on perçoit rien de tout ça. C'est terminé, c'est sombre, on ne voit pas ce monde glorieux, magnifique, étrange par endroits, mythique, justement. Nolan veut rester dans le tangible, là où dans l'Odyssée, on a beaucoup de choses étranges, en plus des dieux, des créatures qui sont complètement avérées. D'ailleurs, on va revenir un peu là-dessus aussi. Et donc voilà, c'est une différence d'approche et de vision, alors même qu'on s'appuie sur la guerre de Troie. On s'appuie sur la même chose et on livre une vision totalement différente qui fait que, oui, Nolan est une version de l'Odyssée. Alors certains me diront, mais c'est très bien, c'est sa version de l'Odyssée. Ben écoutez, moi, dans une adaptation, je ne veux pas la version du réalisateur. Je veux une adaptation fidèle, avec la patte artistique, pourquoi pas du réalisateur, mais dans le but de servir les thématiques et les symboliques de l'œuvre d'origine. Si vous prenez par exemple, on aime ou on n'aime pas, le film de Roméo et Juliette d'il y a des années avec DiCaprio et Claire Danes, ça se passe à l'époque moderne, donc pour le coup c'est complètement retravaillé, mais ce sont les mêmes textes, donc la même symbolique. L'œuvre n'est pas dépouillée, alors même qu'on est dans une forme ou une époque qui est différente bien sûr de celle de la pièce d'origine. Donc, en résulte, à mon sens, un film très sombre, mais pas forcément dans le bon sens du terme, fataliste, avec des épreuves dans l'Odyssée qui sont survolées. Et donc l'Odyssée, finalement, est moins importante que ce qui se passe ailleurs, par rapport à une œuvre d'origine, une œuvre qui est lumineuse, épique, et qui n'en demeure pas moins violente et âpre. On peut faire du lumineux, de la grandeur, et faire quelque chose de très difficile. Donc, s'opposent d'une certaine manière des épreuves sous des nuages sombres, terriens, par opposition à une difficulté du héros sous un ciel bleu divin. Alors vous me direz, dans l'Odyssée, tu dis n'importe quoi, parce que le ciel, il n'est pas toujours bleu, justement, parce que Zeus et Poséidon interviennent, créent des tempêtes. Mais justement, il y a un contraste entre cette lumière, ces couleurs, ce ciel bleu, et le déferlement de la colère divine lorsqu'elle arrive. Par ailleurs, dans l'œuvre d'origine de l'Odyssée, la colère divine, elle est incarnée. Les dieux sont parfaitement présents. Leur action, elle est évidente. D'où le fait que ça fasse rêver, d'où le fait que ce soit vraiment mythique, mythologique. Nolan
n'arrive pas à montrer le divin. Il ne le veut pas d'ailleurs, et ce faisant, il dépouille l'Odyssée de ce qui la caractérise. Sa grandeur, l'épique, le divin n'est pas présent. Encore une fois, cette notion d'élévation. Vous allez me dire, le divin, il est un peu présent. Non, non, c'est très terrien, ce sont des références, c'est de la symbolique. Je vous laisse voir le film, je ne veux pas spoiler, mais vous verrez que c'est encore plus terrien que ce que vous pouvez imaginer. C'est une sorte même de leurre d'une certaine manière. Et ça, c'est bien dommage, parce que, encore une fois, l'absence du divin dans un film qui est déjà terne par bien des aspects achève de l'amener dans une esthétique et une atmosphère complètement saturée, finalement. Ces thématiques ont un impact drastique sur les personnages. Ça les change. Les personnages sont toujours imprégnés des thèmes. Donc quand on transforme les thèmes, on transforme les personnages. Commençons par le personnage le plus trahi finalement, même s'il est bien joué par Matt Damon, ce n'est pas le Ulysse de l'Odyssée. On a ici un héros, je le disais tout à l'heure, qui culpabilise en permanence, qui rumine. Et ça pose un problème. C'est que ça n'est pas du tout le Ulysse. Alors vous allez me dire, je me répète, mais je vais aller plus loin. Ulysse, c'est un héros, d'une part, qui ne culpabilise pas par rapport à ses actes guerriers. Au contraire, il en est même fier. Sa ruse du cheval de Troie. Le personnage de Matt Damon culpabilise parce que sa ruse mène à un massacre. Le personnage d'Ulysse dans l'Odyssée est fier de sa ruse, de son intelligence, du succès, du fait que cette réussite, la prise de Troie, est en grande partie grâce à lui. Et Ulysse, c'est un personnage hâbleur, baratineur, malin, sournois, c'est un renard. Il y a un éclair qui pétille dans son œil, on le voit, il a peut-être toujours un petit sourire en coin. C'est le renard, Ulysse. Le Ulysse de Matt Damon, qui ne fait que ruminer, culpabiliser, il est très sombre, très renfermé sur lui-même, il n'est pas ouvert au monde, puisque de toute façon, il l'oublie même, littéralement dans le film. Là où Ulysse se souvient, il est ouvert sur le monde, il interagit avec lui. Là où le Ulysse de Matt Damon n'a pas d'interaction avec le Cyclope d'une certaine manière, celui d'Homère interagit, baratine, parle, il est extraverti, Ulysse. Ulysse en est même irritant dans l'Odyssée, tellement il est fier de son intelligence et que ça se voit, ça transpire de lui. D'ailleurs, n'oublions pas que toute l'Odyssée d'Ulysse, finalement, il en est responsable parce que toutes les épreuves qu'il subit est une conséquence de son défaut, qu'est la fierté exacerbée justement. Lorsqu'il est prisonnier de la grotte de Polyphème, qu'il s'en débarrasse en le bernant, il se fait appeler personne. Et d'ailleurs, quand Polyphème, quand les pères de Polyphème viennent lui demander « Mais qui te met dans un tel état ?» Il dit « C'est personne !» Et donc, ses amis aussi idiots que lui partent et le laissent dans son trouble. Ulysse pourrait partir de cette manière, et ne plus jamais en entendre parler, mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Polyphème le Cyclope « Je suis Ulysse, roi d'Ithaque, c'est moi qui t'ai berné !» Il en est fier, il se dévoile, et c'est pour cette raison que Polyphème peut le maudire en appelant à son père Poséidon, et que Poséidon ne lâchera plus jamais Ulysse, et c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à rentrer chez lui. Donc, l'œuvre d'Homère ne nie pas les défauts de ses héros, simplement, ils ne sont pas les défauts modernes que nous, on peut percevoir à notre époque. Enfin, certains le sont d'ailleurs, par ailleurs, la fierté, oui, si, la fierté dans les 7 péchés capitaux, il y en a, donc finalement, c'est aussi moderne, d'une certaine manière. En tout cas, c'est quelque chose qui, dans le monde moderne, est toujours vrai, mais pas par rapport à la guerre. Ce n'est pas la même chose. Et donc, dans l'attitude de Matt Damon, dans la manière dont il le joue, on ne voit pas Ulysse. On ne voit pas cet être extraverti, ce baratineur, on ne s'amuse pas beaucoup d'ailleurs dans l'Odyssée de Christopher Nolan. Alors qu'il est très amusant de voir comment Ulysse s'en sort à chaque fois par sa ruse. Et il est même amusant de le voir s'amuser parfois, malgré les horreurs auxquelles il est confronté. Et comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, ça pu être très intéressant de voir une évolution psychologique de Ulysse, pour le coup, notamment par rapport à ces hommes qu'il met en danger, finalement, en les faisant subir ces épreuves dont il est responsable, en ayant courroucé Polyphème et donc son père Poséidon. Et peut-être aurait-il pu évoluer et se rendre compte que sa fierté les a mis dans ce type de danger, quitte à en faire un héros un minimum tourmenté, et quand même
un concept moderne du héros. Le héros tourmenté n'était pas vraiment quelque chose qu'on trouvait dans les écrits antiques, notamment l'Odyssée. Éventuellement, on aurait pu le faire comme ça aurait été plus à propos qu'en faire un soldat traumatisé par la guerre de Troie, ce qui n'est absolument pas, je le répète. Donc vous voyez, ce n'est pas le Ulysse qu'on trouve dans l'Odyssée. Alors évidemment, si on ne connaît pas bien l'Odyssée, peut-être qu'on n'en est pas vraiment offusqué, on voit un héros dont on a l'habitude dans les récits modernes. Je trouve ça dommage parce que cela dépouille Ulysse de tout ce qu'il est. Ulysse, c'est le rusé. C'est son intelligence, ce n'est pas le plus fort, à la limite, ce n'est même pas le plus agile, encore qu'il le soit quelque peu quand même. Mais il est rusé et il est hâbleur, il sait parler, il a une langue bien pendue. Honnêtement, le Ulysse de Matt Damon, il est plutôt austère. Ça ne va pas. D'autres personnages font les frais de cette thématique sombre de dévalorisation de ces héros et de cette démonstration des monstres et des ennemis ternis, sans magie, sans mythologie. Circé, la magicienne. Dans l'Odyssée, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour Circé, mais c'est une femme magnifique. Elle séduit les hommes, ses victimes, qu'elle transforme par ailleurs. C'est une succube en réalité, pas littéralement dans l'histoire, mais on pourrait l'assimiler à une succube, Circé. Là, honnêtement, même si l'actrice fait un très bon travail, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Circé est une fée carabosse. Tant physiquement, d'ailleurs, l'actrice n'est pas arrangée, je ne critique même pas l'actrice elle-même, elle est mise dans une situation qui n'est pas très glorieuse. On voit une sorte de vieille sorcière, aigrie, peureuse. Ce n'est pas la mythique Circé, la magicienne séductrice. Encore une fois, mon propos est ici de dire que ce n'est pas une bonne adaptation de l'Odyssée, parce qu'elle la dépouille de ses thèmes. Je ne suis pas en train de dire que c'est intrinsèquement mauvais d'avoir une fée carabosse dans une œuvre de fiction, par exemple. Donc je ne critique pas le fait en soi, mais le fait en tant qu'adaptation. Pénélope, je m'étendrai un peu moins sur elle. Pénélope parfois me faisait rire parce qu'elle a des propos très modernes. Encore une fois, c'est voulu par Christopher Nolan, très féministe. Je ne suis pas là pour critiquer le féminisme par ailleurs, simplement c'est ridicule par rapport à l'œuvre elle-même. Pénélope n'aurait jamais pensé qu'une femme puisse régner. Et je ne suis pas moi-même en train de me ranger du côté de cette opinion, qu'on soit clair, parce que je sais que certains voudront me faire dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, c'est ridicule par rapport au personnage de Pénélope, qui justement est loyal à son mari jusqu'au bout des ongles, jusque même dans la fonction qu'il est censé occuper de roi d'Ithaque. Elle-même ne s'envisagerait jamais comme telle, car ce n'est pas dans l'ordre des choses. Bon, somme toute, c'est assez mineur. L'actrice fait un bon travail. Bon, la Pénélope ne respecte pas tout à fait par certains aspects l'œuvre, mais elle n'est pas la pire à ce titre, donc j'arrête à son sujet. Non, le pire pour moi, c'est Calypso. Calypso, dans l'Odyssée de Christopher Nolan, c'est une catastrophe pour moi. Non pas à cause de l'actrice, je dirais que Charlize Theron a été plutôt bien castée. Alors, Calypso est une nymphe magnifique, donc en théorie, elle devrait avoir une apparence plus jeune, pardonnez-moi, que Charlize Theron, qui doit avoir 50 ans aujourd'hui. Elle est magnifique, ce n'est pas le problème, mais je pense qu'un être immortel et magnifique tel qu'une nymphe devrait avoir une apparence plus jeune. Néanmoins, le casting n'est pas mauvais parce que pour une actrice humaine, en l'occurrence, comme toutes les actrices jeunes, il est difficile d'avoir à la fois la beauté et à la fois le charisme et l'expérience, la sagesse qui devrait se cacher derrière une Calypso, un être immortel. Donc, le casting de Charlize Theron aurait pu être bon pour le coup, mais malheureusement, il est sous-exploité. Qu'est-ce qu'est Calypso? C'est une nymphe, déjà, elle n'est pas humaine, elle est surnaturelle, même dans sa beauté, dans sa magnificence, et là, avec encore une fois, la volonté de Christopher Nolan de ramener tout au terrien, eh bien, le personnage de Calypso ici est juste une belle femme d'âge mûr sur une plage avec Ulysse, rien de plus, il n'y a rien de transcendant. Et le problème, c'est que ça nuit à toute la séquence de Calypso. La séquence de Calypso, c'est justement le contraste, mais comme il n'y a pas de contraste dans le film de Nolan, forcément il n'y en aura pas ici, c'est le contraste entre le plaisir éphémère de l'homme qui n'a pas de responsabilité et l'homme qui s'accomplit
lorsqu'il arrive sur quelque chose, lorsqu'il est dans son oikos, dans son foyer, avec sa femme, sa fonction et son fils, et qu'il va s'accomplir dans ses responsabilités, même si elles sont parfois, cette vie-là est parfois moins flamboyante. Dans l'Odyssée, il est clairement dit que Pénélope est moins belle que Calypso, par exemple. L'esthétique, la beauté est quelque chose qui revient beaucoup chez les Grecs, c'est un fait. Pour autant, Ulysse, après s'être fait bien plaisir avec Calypso, j'en conviens, choisit Pénélope, symboliquement. Il choisit sa femme, il choisit sa responsabilité de mari, il choisit sa fonction de roi, sa responsabilité de père. Et c'est pour ça que toute la phase Calypso aurait dû esthétiquement et dans la mise en scène refléter cet endroit de paradis ultime pour l'homme sans responsabilité, de plaisir éphémère. Il aurait dû avoir beaucoup plus de volupté qu'il n'y en a. Je ne suis pas un grand adepte des scènes de sexe au cinéma, pour être tout à fait honnête. Mais dans ce cas présent, ça aurait pu être un plus, je ne dis pas de montrer quelque chose d'ostentatoire, mais un peu de volupté. Calypso représente ça dans le plaisir ultime. Il y a des nymphes sur l'île de Calypso, on aurait dû voir des cascades, des cases bien agencées, un cocon voluptueux avec de l'opulence, des fruits. Là, sincèrement, c'est une plage désertique. Et Calypso elle-même, pardonnez-moi, une gueuse seule sur une plage qui voulait se trouver un mari. Bon, alors vous allez me dire, Calypso, c'est un peu ça, elle est un peu maudite d'une certaine manière, elle est condamnée à tomber amoureuse de ses naufragés, elle ne peut pas sortir, bon bref, je ne rentre pas dans tous les détails. Mais là, il n'y a pas cette séquence Calypso en dehors du temps et de l'espace, si j'ose dire. Vraiment, cet enfermement, ce coin de paradis, cette île fantastique sans tatou, avec des nymphes à la place de tatou, pardonnez-moi pour la référence, et qui contraste, qui aurait dû être très coloré justement plutôt que terne, parce que c'est la transcendance éphémère ultime. Et là, on aurait pu, éventuellement, je ne suis pas réalisateur, je n'ai pas ces prétentions, avoir quelque chose qui se ternit. Justement, on part de quelque chose de magnifique, de coloré, d'ultime, et avec le temps, car Ulysse reste 7 ans avec Calypso, les choses auraient pu se ternir, y compris esthétiquement à l'image. Les couleurs se ternir pour montrer justement qu'avec le temps, le héros perd l'intensité de cette joie éphémère parce qu'il se meurt à l'intérieur de ne pouvoir s'accomplir en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que roi. Et là, on aurait pu avoir un passage esthétique à quelque chose de terne pour refléter le parcours psychologique du héros qui va avoir envie, cette fois, de repartir, de retourner chez lui, malgré cette escale un peu longue en plein milieu de son Odyssée avec Calypso. C'est justement ça qui va le faire vouloir repartir après avoir déjà vécu une Odyssée à ce stade, il faut bien le noter. Donc vraiment, moi, la partie Calypso, le personnage de Calypso est celui qui a le plus souffert avec Ulysse de ces choix de thématiques de Christopher Nolan par rapport à l'œuvre d'origine. Enfin, dernier point, je vous avais dit que ça serait long et que je ne me mettrais aucune barrière, l'historicité. C'est à la fin de ma démonstration, et donc ça veut bien dire que c'est ce qui m'a le moins gêné dans le film. Je veux vraiment réitérer le fait que j'ai expliqué les choses, les différents éléments qui ont fait que je n'ai pas aimé le film, en partant des éléments qui ont été le plus impactants dans l'opinion que j'ai du film. Donc là, on arrive dans les détails, si j'ose dire. Mais des détails qui veulent dire quelque chose et qui suivent le fil de ce que j'ai déjà expliqué. L'historicité des équipements, des populations et de l'architecture, la cohérence historique par rapport à l'époque à laquelle est supposée se dérouler l'Odyssée. Et là, je voudrais désamorcer un argument immédiatement que j'entends très souvent, c'est de la fantaisie, donc il n'y a pas besoin de fidélité historique. Alors ça, vous m'excusez, c'est un argument qui est nul et vraiment, je renie je balaye cet argument pour différentes raisons. D'abord, il n'est même pas question d'historicité au départ, on se doit d'être fidèle à l'œuvre. Donc, ce qui est décrit dans l'œuvre devrait être un minimum à l'écran. Premier point. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, ce n'est absolument pas historique, ce n'est même pas ancré dans une époque historique de notre univers, de notre monde. Pour autant, il y a bien une œuvre qu'il faut suivre dans ce qui est décrit. Architecture, peuple et équipement, ou autre. Mais là, en plus, l'Odyssée
est ancrée dans une vérité historique. Sur certains aspects, j'en parlais tout à l'heure, la guerre de Troie a eu lieu, la ville de Troie existe, la période dans laquelle se situe l'Odyssée a existé, et Homère, ou en tout cas l'ensemble des auteurs de l'œuvre qui sont rassemblés dans Homère, regardent justement cette époque avec admiration et nostalgie. Donc l'ancrage est important. Et en plus de ça, même dans une fiction qui serait complètement fantaisiste, comme nos univers de jeux de rôle, bien souvent, parfois bénéficie d'un ancrage avec des éléments du monde réel. Personnellement, dans mon univers de fantasy, même si je mélange les époques, je m'inspire énormément de faits réels pour beaucoup d'aspects dans la structure géopolitique, géographique, etc., des enjeux, parce que même dans une fantasy, des éléments réels viennent ancrer la fantaisie et la font ressortir encore plus. Ça rend le monde tangible. Et Nolan, qui aime pourtant le fait de ramener tout à quelque chose de tangible, de matériel, eh bien s'écroule dans l'historicité, ce qui est paradoxal par rapport à son objectif et à ce dont il se réclame. Donc, oui, un minimum de fidélité historique ou de fidélité à l'œuvre est importante à mon sens. Et donc on va le voir sur 3 éléments. D'abord, les équipements. Les équipements, alors j'entends dire, parce que je ne suis pas un expert, que les armes sont plutôt fidèles. Donc, personnellement, je ne l'aurais pas remarqué moi-même, j'en conviens parfaitement. Des personnes qui ne sont pas, qui sont des béotiens sur cette histoire-là, ne le verront pas. Moi, le premier sur les armes. Sur les armures, en revanche, c'est beaucoup plus visible pour quelqu'un comme moi. Pour d'autres, peut-être que ça ne le sera pas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le plus important. Mais néanmoins, les armures ne sont pas celles de l'âge de bronze. Ça devrait être beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus coloré. On devrait voir du bronze. Donc, en l'occurrence, l'armure d'Agamemnon n'y est pas du tout. Même si l'usage d'Agamemnon, de manière cinématique, dans le film, est plutôt pas mal. Comme symbole de la mort implacable qui va déferler sur Troie. En revanche, son armure n'a rien d'historique. Et c'est dommage. Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas faire honneur à cette époque avec un minimum de fidélité de l'équipement ? Mais le pire, ce sont les géants en armure de plaque complète. Enfin, l'Odyssée est censée se dérouler autour de entre 1000 et 1400 avant Jésus-Christ. L'armure de plaque complète arrive plus de 2000 ans plus tard. Alors certes, on va me dire, ce sont des monstres, on peut bien faire ce qu'on veut. Oui, mais là, il y a un aspect technologique qui, à mon avis, vient comme quelque chose de dissonant. On a aussi le bateau. Au lieu du trirème, on a une sorte de drakkar normand. D'ailleurs, je crois avoir lu qu'il utilise un vrai drakkar. En l'occurrence, c'était une reconstitution, c'est un vrai drakkar qui est utilisé. Mais là, ça ne va pas du tout, parce que ce n'est pas du tout conforme à ce qu'étaient les bateaux à l'époque. Encore une fois, ce n'est pas un drame, j'en conviens. Mais alors, ça rajoute, lorsque le reste n'y est pas, et lorsque le reste est ce que je décris et qui m'a déplu, eh bien je tends à voir ce genre de choses sur lesquelles je passerais outre si les thématiques étaient respectées et si le rythme était probant. Je ne reviens pas sur mon analyse précédente. On a aussi les populations. Ah, alors là, les populations, c'est probablement ce qui peut faire grincer le plus de dents, c'est potentiellement le plus politiquement incorrect. Donc, on a eu des choix de casting avec Hélène de Troie qui est noire, on a dans l'équipage de Ulysse un asiatique, un hindou, un noir, enfin, c'est très diversifié, on a l'impression que l'équipage d'Ulysse, c'est le centre-ville de Los Angeles ou d'une ville cosmopolite du monde moderne. C'est ça pour moi qui est dissonant. Ce n'est pas les ethnies intrinsèquement en tant que telles, c'est que ça ne va pas, ce n'est pas cohérent, c'est complètement dissonant. Alors je sais que certains d'entre vous diront que ce n'est pas du tout un problème, etc. Mais dans ce cas, on voit en fait pourquoi c'est fait. C'est uniquement politique ou uniquement pour remplir les quotas, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des quotas pour être éligible aux Oscars pour un film. Et c'est un peu trop visible à mon goût. Et c'est dissonant à la fois par rapport à l'œuvre. Hélène, par exemple, n'est pas du tout décrite comme... elle est décrite comme étant blanche de peau. Elle est décrite en étant très belle. Et c'est vrai que Lupita Nyong'o est magnifique, même s'ils l'ont défigurée, ce qui n'est pas non plus dans l'œuvre d'origine. Mais bon, passons. Et puis, encore une fois, dans l'équipage d'Ulysse,
c'est très compliqué parce qu'on sait qu'historiquement, dans la Grèce antique, il n'y aurait pas eu quelque chose de cosmopolite, il n'y aurait pas eu d'asiatique dans le bateau. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et donc, on voit l'intention derrière, c'est l'intention idéologique ou de se conformer au quota pour être éligible pour un Oscar, ce qui est probablement la raison. Mais bon, je ne suis pas dans la tête de Nolan. Enfin, et probablement l'élément le plus ennuyeux de la partie historicité, parce qu'elle prolonge le côté terne je commence à fatiguer, du film, c'est l'architecture. L'architecture. Je vous disais tout à l'heure que l'ère mycénienne est une ère palatiale, avec des palais magnifiques. Ils sont décrits d'ailleurs dans l'Odyssée. Et là, j'ai l'impression que ce sont des ruines. Alors certes, à Ithaque, il est expliqué que, de par la présence pendant des années des prétendants qui pillent les ressources, les choses se dégradent. Mais on devrait quand même voir ce que fut le palais, en avoir des aperçus, on devrait voir peut-être des restes de fontaines, que sais-je, quelque chose de glorieux qu'on puisse encore voir. Parce que là, ce sont des ruines. Or, comme si finalement c'était des ruines des palais tels qu'on les voit maintenant. Mais à l'époque, ils étaient récents. Donc ils devraient être plus construits, plus propres. Et le pire, c'est la couleur. Les palais sont beiges. Beige comme les ruines d'aujourd'hui. Sauf que dans la Grèce antique, elles n'étaient pas beiges. Il y avait encore de la couleur. C'était très coloré, très contrasté. Et on en revient à cette absence de contraste, de couleur, d'élévation de ce film. Cette ambiance terne qui se prolonge à la fois dans la caméra, dans les images, dans les thématiques et même jusqu'à l'architecture qui n'est en plus pas fidèle à l'historicité. Et c'est bien dommage, parce que l'architecture peut refléter une ambiance, une immersion, une thématique. Et là, eh bien non, on a quelque chose de terne. Ce film est encore une fois, l'Odyssée est encore une fois tiré vers le bas, ramené à du terrien, à de la ruine. Au temps qui passe, on n'est plus sur la gloire nostalgique d'Homère à l'égard du monde passé de l'ère mycénienne qu'il décrit dans ses œuvres. Alors, je voudrais terminer en disant que, évidemment, tous ces aspects sur l'historicité, sincèrement, je le répète, je pourrais passer outre si le reste était bien réalisé, s'il y avait une adaptation fidèle. Par exemple, l'un de mes films préférés pour plein d'aspects, c'est le film Gladiator, qui en termes d'historicité, d'ailleurs en termes des déroulements, n'est pas du tout conforme à la réalité. Et même sur les armes et armures, j'entends dire que ce n'est pas tout à fait conforme, mais on passe outre parce que le reste est merveilleux. Bon là, je voudrais pas lancer un autre débat, donc je veux bien réitérer le fait que ces problèmes d'ancrage historique des peuples, des équipements et de l'architecture n'est pas le problème principal, mais ressort du fait des problèmes existants. En conclusion, mais vous l'avez compris, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé l'Odyssée de Christopher Nolan. Je pense que c'est son plus mauvais film, plus mauvais même que Tenet, parce que Tenet, même si c'était un joyeux bordel prétentieux, avait le mérite d'avoir des bonnes scènes d'action, ce qui n'est même pas le cas de l'Odyssée. Et en plus, l'Odyssée trahit, selon moi, jusqu'à ses thèmes, et principalement à cause de ces thèmes, l'œuvre d'origine. Donc si je devais juger le film en tant qu'adaptation, je lui mettrais, allez, c'est peut-être gentil, je lui mettrais 3 ou 4 sur 10, pas moins, parce que dans le déroulement pur et dur, c'est assez fidèle, mais vraiment, oui, 3 sur 10. Et donc en termes de note globale, je vais mettre 4 sur 10 à ce film. J'ai hésité à mettre 5 parce que quand on voit vraiment les navets et les boosts qui sortent, ce n'est pas juste de les mettre au même niveau que l'Odyssée de Christopher Nolan. Donc j'hésite entre 4 et 5. Je lui mettrais bien la moyenne pour dire qu'il est passable en gardant l'aspect film en tant que film, sans parler d'adaptation. La mauvaise adaptation le tire vers le bas. Disons 5 sur 10, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris mon opinion. Et pour conclure véritablement cette vidéo, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là,
je voudrais vous inviter à lire ou à relire l'Odyssée et l'Iliade. D'ailleurs, de préférence l'Iliade d'abord et ensuite l'Odyssée. Vous pouvez faire un petit détour par l'Énéide de Virgile. Il faut que je la relise d'ailleurs si vous voulez voir le personnage de Sinon incarné par Elliot Page, qui n'est pas, je le répète, dans l'Odyssée ni dans l'Iliade. Ce sont des œuvres, j'allais dire intemporelles. Non, elles sont temporelles, elles sont ancrées dans leur époque, mais elles sont au fondement de notre culture occidentale jusque dans le monde moderne. Alors par certains aspects, elles sont effectivement anciennes et tout n'a pas été gardé dans notre culture, dans notre vision du monde. Tout évolue, mais il y a certaines valeurs, la grandeur, la famille, l'oikos, la loyauté, l'héroïsme qui devraient être mis en valeur et qui malheureusement, les héros plus vrais que nature, ce à quoi on peut aspirer. Je trouve aujourd'hui, un de mes amis me le disait aujourd'hui, pardonnez-moi si cette conclusion est un peu décousue, je trouve qu'aujourd'hui, dans la conception moderne des héros, justement, des personnages de fiction, on va surtout proposer des personnages et des héros avec lesquels on peut facilement s'identifier, qui sont comme nous finalement. Cette obsession de pouvoir s'identifier aux personnages que l'on suit dans les histoires. Et je trouve que c'est réducteur et je trouve que ça casse dans les histoires ce que celles-ci peuvent permettre. C'est-à-dire nous permettre d'aspirer à quelque chose de plus haut que nous. C'est comme ça que les histoires peuvent initier chez nous un voyage intérieur. Parce que si l'on peut s'identifier complètement aux héros que l'on suit, eh bien nous sommes déjà, finalement, à l'arrivée sur la destination. L'objectif, comme l'Odyssée, est de pouvoir amorcer un voyage vers ce à quoi on peut aspirer. Cet héroïsme, ces thématiques inatteignables, plus vraies que nature, ces héros que nous ne serons jamais. Mais comme ils sont loin de nous, glorieux, élevés, loin dans le ciel, eh bien on peut commencer à voyager vers eux. Et j'espère que vous pourrez voyager en lisant et en relisant l'Iliade et l'Odyssée. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur le Discord si vous voulez prolonger la discussion et sur les prochaines capsules. Salut à tous!